Bon, j'adore le cuir. Hein? J'adore Matrix. Oh. Comme beaucoup avant moi, Matrix m'a marqué. Et jamais je pourrais lui rendre honneur tellement cette saga a à offrir, au vu de la richesse de toutes les œuvres qui y sont liées. Oui, même Matrix 4. Franchement, je le kiffe. Hein. Cette saga a été un tel phénomène qu'elle a redéfini les codes des films d'action dans les années 2000, tant dans l'esthétique globale que dans la mise en scène. De la simple référence dans Shrek à l'influence filmique chez Snyder ou narrative dans Code Lyoko, On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. ou dans le plagiat honteux d'Equilibrium. T'es conscient que tu vas avoir des problèmes en disant ça? Bref, Matrix a influencé énormément de films, pour le meilleur comme pour le pire. Et moi, il y a un film qui m'a pas mal marqué et qui a suivi aussi cette tendance. Mais juste un tout petit peu. Sorti en 2003 et réalisé par Mark Steven Johnson, à la carrière vraiment flamboyante, Ah, pas mal ça. Parce qu'il a fait Ghost Rider. Tout le mot flamboyant. Désolé. le film qu'on va aborder aujourd'hui a été boudé par pas mal de monde. Et même s'il propose quelques idées rafraîchissantes, on va dire que c'est un peu mérité, car bon, c'est pas dingue du tout. Faut qu'on parle de Daredevil. Le film commence par un générique plutôt stylé qui fait apparaître les noms des acteurs avec un effet braille et nous fait visualiser l'effet écho-radar qui sera présent dans le film. Ah, mais ça c'est parce qu'il est aveugle. Arrête de parler s'il te plaît. Après que le monteur nous ait fait saigner des oreilles et des yeux avec des flashbacks épileptiques, la caméra remonte sur la façade d'une église, où une goutte de sang glisse doucement. Tenant dans ses bras la croix sur le toit, voici Daredevil, blessé et pourchassé par la police. Ouais, le plan est cool. Il s'écroule au cœur de l'église de fatigue et un prêtre vient le secourir. C'est bizarre, ce plan est étrangement filmé. Le cadreur, il a bullé son trépied avant de filmer? Enfin bref, continuons. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Flashback de l'enfance de Matt Murdock qui se fait bully par des petites racailles, comme 90% des enfants de ce monde. Ce serait d'ailleurs plutôt sympa d'arrêter parce que le harcèlement, c'est pas cool. Bonjour. Afin de lutter contre ce fléau qui gangrène nos écoles, nous avons un message à vous faire passer. Le harcèlement, c'est pas cool. Et c'est tout? Bah attends, on peut pas faire plus, hein, tu croyais quoi? C'était un message du gouvernement français. Matt s'occupe de son père Jack qui a arrêté sa carrière de boxeur. Et ce film me donne du tort concernant ma précédente vidéo, car les deux ont plutôt une bonne relation, positive et chaleureuse. Ça fait du bien de voir ça. Le film expose très rapidement et pas très subtilement les enjeux de leur relation. Avec Matt qui veut pas que son papa traîne dans des affaires louches. Mais surprise, il le surprend en train de traîner dans des affaires louches. Mais je tombe des nues. Dévasté par cette nouvelle, Matt s'enfuit en passant par un chantier. Et après un accident, il reçoit de l'acide en pleine tronche, ce qui le rend juste aveugle et lui donne des super pouvoirs. Et heureusement qu'il est dans un comics, hein, parce que dans la vraie vie, ça marcherait pas comme ça. Bon, vous inquiétez pas, mais ça risque de vous faire un choc, hein. Allez-y. Bah alors, on l'a pas vu venir celle-là. Donc faut croire que cet accident a été bénéfique. Matt obtient des super pouvoirs, il arrive à se défendre contre les racailles, ça renforce son lien avec son père qui va remonter sur le ring pour lui, et la réalisation se permet des effets de mise en scène visuelle et sonore plutôt chouettes. Non, franchement, ça passe. Non mais dans Matrix, ça marchait les musiques rock, donc je me suis dit que ça pouvait passer. Les Murdoch s'entraident et se soutiennent, mais on apprend par Hector Salamanca que tous les matchs étaient truqués, et que Jack doit se coucher pour pas faire de vagues. Il désobéit à son patron pour pas décevoir son fils, mais malheureusement, ça déçoit son patron, donc il se fait buter. Et après avoir plagié Spider-Man, Matt plagie Batman et décide de vouer sa vie à la justice et à défendre les parias de la société. Et transition sur Matt adulte, qui a l'air de se réveiller d'une grosse cuite. Oh putain, j'ai aucune idée de ce que je fous là. J'ai quand même du mal avec Ben Affleck. Non pas que je l'aime pas, hein, mais j'arrive pas à déterminer si c'est un bon acteur, s'il est bien dirigé, ou même s'il aime ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me revient pas avec lui. Après, il a eu beaucoup de beaux rôles, hein, notamment quand il est réalisateur, avec The Town ou Argo. Et bordel, c'était un super Batman. Mais très souvent, je sais vraiment pas quoi penser de son jeu. Déjà, quand il a pas de barbe, il perd 10 points en charisme, mais il a très souvent un regard inexpressif. Oui, mais ça c'est normal vu qu'il est... Pour vous expliquer, vu que son ouïe est méga développé, Matt entend tous les bruits environnants. C'est pour ça qu'il s'enferme dans un cercueil pour dormir en paix et qu'il écoute de la musique hard rock au réveil. Un casque anti-bruit, ça coûte moins cher et c'est moins encombrant. Mais je veux pas de casse-couille, hein, je dis ça comme ça. On retrouve Matt en plein procès dans un tribunal où les gens ont l'air de se téléporter. Regardez bien le monsieur là. Plan 1, plan 2, plan 3, il est là. C'était rapide, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que ce film bégaye, c'est fou. Bref, malheureusement, le procès se passe pas très bien et le coupable est relaxé. C'est pas juste. Encore un violeur qu'on laisse filer. Bizarrement, c'est très proche de la réalité. C'est à ce moment que... Oh non, mais pourquoi? Putain, allez, c'est là où ça part en couille. C'est le moment Batman et Robin avec une musique rock. Pourquoi tu fais ça, film? T'étais bien parti pourtant. Enfin,
c'était juste correct jusqu'ici. Mais là, c'est n'importe quoi. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oublions ça et suivons Daredevil qui fait des galipettes partout pour s'appêter et qui poursuit le malfrat qui fait preuve d'une grande subtilité. De toute façon, ils peuvent rien me faire parce que je suis youtubeur. Alors, qui est avec moi? Daredevil écoute aux portes et a l'air de se téléporter une nouvelle fois. Plan 1, plan 2, plan 3. Et arrive la première baston du film. Je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Les bruitages sont bizarres. Je vois rien. Je vois rien et je vois rien. Putain, mais le monteur, il est aveugle lui aussi ou il a Parkinson? Putain, mais tu vas avoir des problèmes, toi. Non mais je fais une blague, j'ai pas le droit de faire une blague. Le bar est complètement détruit et toutes les personnes à l'intérieur sont neutralisées. Ce qui est légèrement cocasse quand on sait que Daredevil était venu pour juste une seule personne. Il poursuit le mec dans le métro et lui balance quelques punchlines, qui hélas sont pas très folles. Tu sais quoi? C'est pas le paradis. C'est juste la ligne C. Non, c'est nul. Non, ça c'est que cette phrase. Daredevil fait pas trop dans la dentelle quand même en laissant le mec se faire couper en deux par un métro. Et on nous présente le journaliste Ben Urich, joué par Joe Pantoliano, qu'on ne voit tellement pas assez. C'est Cypher dans Matrix. Les ignorants sont bénis. Ben est le seul journaliste à croire en l'existence de Daredevil, malgré le scepticisme des flics. Et il leur fait ravaler leurs paroles en faisant ça. Ok, ça c'est très cool. Il faut quand même avouer que le film a beaucoup d'idées de mise en scène pour sublimer son héros et son aura. Entre les effets décor d'art, le sound design, les reflets, les ombres, les effets de style, le réalisateur parvient à bien iconiser son héros à travers les yeux des autres personnages. J'ai même pas fait exprès celle-ci. Par exemple, on a ce plan zénital où Matt suit son père. L'ombre de son peignoir offre une forme de diable, et Matt se rapproche d'elle pour former plus qu'un avec. Est-ce subtil? Non, mais c'est généreux, ça fait très comics. Je trouve ça chouette. Après bon, il y a quand même des moments où on peut tomber dans la surenchère, comme ces plans débulés à foison qui servent à rien. Oh, mais tu sais que c'est pour créer un effet de malaise. Ça pour le malaise, ça fonctionne très bien. Après un gros repos bien mérité dans son appart, qui mériterait une petite visite de Valérie Damido parce que là, ça fait vraiment vestiaire du pauvre, Matt se rend au confessionnal de l'église pour expliquer le background de son personnage, dans une discussion où la subtilité a été kidnappée je pense. Mais il y a quand même une réplique rigolote. Et puis ton déguisement, je l'aime pas, voilà. C'est bizarre, je m'en souviens pas de cette scène. Le film nous présente ensuite les deux personnages les plus importants pour Matt. Foggy, son associé et meilleur ami, interprété par Jon Favreau qui a réalisé les deux premiers Iron Man, The Mandalorian ou encore... Avec une alchimie plutôt présente, mais pas non plus ultra poussée. En gros, il y a des scènes de complicité, mais ils se prennent souvent le chou. Et malgré le fait que Foggy veut aider Matt, ce dernier est plutôt réfractaire et préfère s'isoler. Mais ça les empêche pas de... Devant le restaurant. Attends, 2 secondes. Je peux dire un truc bof? Non. Non mais c'est marrant là. On t'a dit non. Mesdames et messieurs, voici Elektra Natchios. Natchios, pardon. Et la rencontre est... comment dire? Un peu rigolote au début. Vous pourriez être un peu plus précise? Vous êtes Aveugle? Ouais, Oh, pardon, je suis désolée. c'est pas grave. Après, c'est un peu malaisant vu que Matt fait presque du harcèlement de rue. J'ai horreur qu'on me suive dans la rue. Et puis... Ouais, non, même moi, j'arrive pas à l'expliquer. outre le fait que le montage et la chorégraphie des mouvements sont à chier, la musique. Bordel, la musique! Je sais que c'est l'époque qui veut ça. Il y avait quand même moyen de trouver mieux, non? Après, je suis pas non plus complètement hermétique à ce style musical dans les films. Je vais prendre un exemple récent. La série Invincible, qui est d'ailleurs excellente, a une scène où il y a une musique électro-rock qui passe merveilleusement bien. You don't seem to understand. Earth isn't yours to conquer. Cette scène est dingue et la musique correspond parfaitement à l'émotion souhaitée. Dans Daredevil, c'est juste cringe et ça n'a aucun rapport. Je pense que t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Sans créer égard, on nous fait le reveal du meilleur acteur et du meilleur personnage, le Caïd. Un reveal pas forcément exploité correctement. Le personnage en impose, on sent que Michael Clarke Duncan joue à fond dans la caricature du méchant, mais le film ne met pas assez en valeur ses capacités ou sa force. Je sais pas, il pourrait juste tuer des hommes de main par exemple. Ce dernier a un rendez-vous avec un homme d'affaires qui, comme par hasard, est le père d'Elektra. Ce dernier veut racheter sa liberté auprès du Caïd pour éviter de se faire choper par la police. Mais le Caïd, il est grognon, il aime pas qu'on l'abandonne. Donc il monte un plan pour éliminer le père Natchios. Et qui c'est qu'on appelle pour ça? Tu m'as pris pour Bullseye parce que je suis chauve, c'est ça? Ouais. Je veux une panoplie! Bon, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. Voici le meilleur personnage et le meilleur acteur. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez,
Colin Farrell sauve le film. Un cabotinage aussi parfait qu'hilarant, qui arrive même en même temps à bien retranscrire le sadisme du tireur. Oui, le design est dégueulasse, mais il est tellement jouissif à regarder. Était-il nécessaire de le tuer? Nécessaire? Non, c'était fun. Pendant ce temps, Mads continue de draguer Elektra et à défoncer du vilain avec des transitions aussi brutales qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais au moment de neutraliser un malfrat, Mads se fait surprendre par un enfant et nous donne la meilleure réplique du film. Je suis pas un méchant. Alors oublions la réplique parce qu'en dehors de ça, la scène est vraiment chouette. Et j'aurais même préféré voir ça en guise d'introduction. Ça aurait permis une entrée en matière beaucoup plus impactante et cohérente pour le personnage. Non mais cette scène, elle arrive pas maintenant dans le film. Le lendemain, après avoir boudé toute la nuit, on comprend comment Meredith Grey a payé ses études de médecine en étant la secrétaire de Matt et Foggy. Elle leur transmet une invitation pour une soirée de gala, mais Matt est tout bougon, il a pas envie d'y aller. Ça a un rapport avec Elektra? Non. Vous êtes vraiment sûr que je peux pas faire de réflexion beauf? Elektra surprend Matt en pleine rue et la drague continue de plus belle, jusqu'au moment de conclure où Matt entend une personne se faire agresser. Mais plutôt que d'essayer de la sauver, il préfère rester auprès d'Elektra pour coucher avec elle. Attends, j'entends un bruit. Mais non, y a pas de bruit, allez viens, on va copuler. Alors, c'est pas cohérent. Déjà, voir Matt ne pas aller sauver quelqu'un, ça va à l'encontre de son credo. Mais surtout, partir coucher avec Elektra. Bon, on le ferait tous, hein, surtout qu'ils sont majeurs, vaccinés, consentants, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que il dort toutes les nuits dans son cercueil. Et là, comme par hasard, il arrive à dormir sans souci dans un lit normal, sans être perturbé par les bruits aux alentours. C'est pas logique. Et puis bon, l'excuse du pouvoir de l'amour, ça fonctionne pas ici. Non mais là stop, cette scène elle est pas dans le film. Non mais déjà, arrête de me parler parce que c'est pas logique qu'on puisse interagir ensemble. Comment ça? Déjà parce que c'est un plagiat de chroma, et surtout on tombe pas le même jour ni dans la même pièce. Tu veux dire qu'on est en train de briser le continuum espace-temps? Je vais démarrer. Nous voilà rendus au gala avec tous les gens de droite qui se sont réunis pour acclamer Wilson Fisk, qui a l'air vraiment d'une personne sympathique. Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise en faisant ce métier. Laquelle? Personne n'est innocent. Personne. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais on n'a même pas le temps d'en profiter que Fisk menace le père Nachos, qui quitte la fête en trombe. Et là, bam, bagarre entre Daredevil et le tireur. Alors Daredevil, prêt à mourir? Je te laisserai pas faire le tireur. Ouh, on dirait que la vengeance t'aveugle. Sérieusement? Le tireur parvient à tuer le père d'Elektra dans un combat au montage étrange, et croyant que c'est Daredevil le responsable, elle tire sur lui et décide de se venger. Non mais attendez un peu, c'est moi ou elle est aveugle elle aussi? Premièrement, Daredevil n'aurait aucune raison de tuer son père. Et deuxièmement, elle le voit pas. Elle est couchée par terre, mais on la voit suivre des yeux le bâton. Elle peut très bien voir que c'est pas Daredevil qui l'a lancé. Ça n'a aucun sens. That don't make no sense. Pendant l'enterrement, Elektra renvoie chez Matt qui tentait de l'aider. Et là, on approche du climax du film. Fisk veut tuer Elektra et le tireur veut tuer Daredevil. Parce que... il a pu éviter un de mes tirs. Ensuite, on a le journaliste qui découvre grâce à Kevin Smith que Daredevil, c'est Matt, et au lieu de le dénoncer, bah il l'aide, en lui indiquant, sans qu'on sache comment, que Fisk veut s'en prendre à Elektra, et il lui dit subtilement qu'il connaît son identité. Je sais qui vous êtes. Et comment le savez-vous? Bah disons que ça crève un peu les yeux. On peut arrêter ces jeux de mots pourris? Non parce que vraiment, c'est chiant. Et c'est parti pour la scène d'entraînement avec des sacs de sable. Vas-y DJ, fais péter le son. Wake me up inside, call my name and save me from the dark. Donc Daredevil, tu as 20 minutes pour te débarrasser d'Elektra, du tireur et de Fisk. T'as pas intérêt à nous décevoir. Elektra arrive à blesser Daredevil et découvre avec stupeur et effroi que c'est Matt. Et là, je suis désolé, mais cette scène et ce duel aurait pu être évité 1000 fois. Je sais pas qui est le plus con dans l'histoire. Soit c'est Elektra qui est totalement bornée. Réfléchis Elektra, t'aurais pu demander avant. Soit c'est Daredevil qui lui a rien dit. Réfléchis Matt, t'aurais pu le dire avant. Le tireur débarque et défonce Elektra très facilement, en faisant plaisir aux fans des comics, mais pas forcément aux fans d'Alias. Ce qui permet de faire le lien avec la scène du début avec Matt qui pensait mourir. Alors que pas du tout. Et le duel entre Daredevil et le tireur se poursuit. Simple avertissement. Mon père. Putain, qu'est-ce que je le kiffe. Même si la 3D et la réalisation sont hideuses et se permettent de plagier ouvertement Matrix et Spider-Man, bah le combat est plutôt inventif, avec l'orgue, les vitraux et la chorégraphie du combat. C'est juste dommage qu'on ne voit strictement rien. Le tireur avoue subtilement tout ce qui se trame derrière cette bataille, en dévoilant l'identité du caïd, et également que c'est lui qui a tué son père. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Une chose qu'on avait totalement oubliée, et qui revient comme un cheveu sur la soupe. Ça offre un boost de plus 10 à Matt qui reprend le dessus et neutralise le tireur.
Maintenant, il ne reste plus que le caïd, et Daredevil pénètre comme une fleur dans son repère. Et le combat dure même pas 2 minutes. Quelle indignité. Matt parvient à le neutraliser mais s'achète une conscience au dernier moment, et ne veut plus tuer de gens. Il fait donc preuve de clémence auprès du caïd, après lui avoir pété les 2 jambes évidemment, pour l'emmener en prison. Parce que... C'est pas moi le méchant. Je comprends pourquoi Ben Affleck a eu le Razzie Award pour ce rôle. La fin est aussi rushée que le film en lui-même, avec Daredevil qui a l'air bien marqué par cette histoire, mais le film nous fait comprendre que Elektra est peut-être pas morte. Mais non! Mais hasard de dingue! Que le journaliste décide de rien divulguer concernant l'identité de Daredevil, et on a une scène post-générique où le tireur est dans un hôpital. Fin. Et c'était franchement pas ouf. Parce que c'est pas le bon film. Mais putain, mais de quoi tu parles? Qui t'a plagié Chroma? Attrape. Attends, il y a une version longue? Alors avant de parler de cette révélation de fou, il faut reconnaître que malgré toutes les bonnes idées dans la réalisation, le film n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Encore plus quand on sait que la Fox, après le succès de Spider-Man, a ajouté 30 millions de dollars de budget pour peaufiner et améliorer le film. Combien? Malheureusement, l'histoire est superficielle, incohérente et manque d'enjeu. Le montage annihile toutes les bonnes idées de réalisation. Le mauvais goût est présent partout, que ce soit dans les costumes, dans les musiques, ou encore dans la façon de représenter Elektra. Et puis les acteurs, ça cabotine comme rarement j'ai vu des acteurs cabotiner. Bref, ça vaut pas le coup. Sauf qu'effectivement, il y a cette version longue qui rajoute 30 minutes au film et qui change le sens de l'histoire. J'irai pas jusqu'à dire que la version longue rattrape absolument tout, un peu comme celle de Batman v Superman, parce que là il y a toujours Evanescence dans le film, mais on se rapproche très clairement de ce qu'a voulu raconter le réalisateur. On a un montage alternatif avec des scènes en plus rallongées ou agencées de manière différente, les relations entre les personnages sont plus profondes, notamment celles entre Foggy, Matt et Karen, on approfondit aussi le rapport qu'entretient Matt avec la religion, ce qui est super important pour le personnage, même la fin est un peu différente, et il y a une intrigue secondaire qui permet de faire le lien avec l'histoire principale, et met plus en avant le statut d'avocat de Matt. Je crois pas qu'on en fait un peu trop. Je crois que c'était un peu trop, oui. Parmi tous ces changements, il y en a 2 que je veux aborder. Lors de la scène du baiser, Matt ne reste pas avec Elektra sur le toit, et part sauver la personne en détresse. C'est plus cohérent et ça permet d'approfondir leur relation. Mais juste avant, on avait cette séquence, où Matt entend une femme se faire agresser à travers son cercueil, mais décide malgré tout de pas aller la sauver. Alors déjà, Matt, t'es un con. Au-delà de ce move pas franchement cool, ça offre à Daredevil une certaine ambivalence. Il ne peut pas sauver tout le monde, ou ne veut pas. Enfin je sais pas, je trouve cette scène méga intéressante, mais j'ai du mal à l'analyser correctement. Toujours est-il que cette version longue offre un montage différent, qui permet de mieux relier les scènes contrairement à la version cinéma qui a été charcutée au montage. Ça prouve encore une fois un véritable trouble créatif entre la production et le réalisateur. De ce que j'ai compris, les producteurs voulaient se concentrer sur la relation entre Elektra et Daredevil, alors que le réalisateur voulait parler d'autre chose. Et c'est dommage parce que la version longue est vraiment différente. Bon certes elle est balourde et maladroite, mais elle est beaucoup plus cohérente et digeste. Même si les acteurs jouent toujours aussi mal. Avec cette version, on aurait pu avoir un film de super-héros plutôt correct, un peu balourd, mais plutôt intéressant dans sa façon de traiter le personnage. La version cinéma est juste irritable au possible. Un autre exemple d'ailleurs, ils ont effectivement coupé la scène où on voit le caïd briser d'une seule main la nuque de ses gardes du corps. Oui, c'est cliché, et pas forcément bien joué, mais l'aura du caïd aurait été amplifié. Mais apparemment non, c'était pas nécessaire pour les producteurs. Pas nécessaire parce que c'est John Caffey dans le rôle? Je vais pas sortir mon discours habituel sur les producteurs avides de pognon, complètement déconnectés de la réalité, qui ne font pas confiance à leurs réalisateurs. Parce que ça, c'est arrivé, ça arrive aujourd'hui, et ça arrivera encore et toujours. Le cinéma, c'est un art, mais également une industrie. Mais quand le monde arrivera à faire comprendre aux studios que c'est les propositions artistiques qui permettent de pérenniser les œuvres sur le long terme, et celles qui marquent le plus le public, le monde s'en sortira mieux. Après, soyons clairs, ça veut pas dire que je défends corps et âme la proposition de Mark Steven Johnson. La version longue garde toujours des idées ultra cringe et beauf, avec une direction assez bancale dans l'ensemble. Donc bon, soit vous laissez les réalisateurs faire leur travail, soit prenez des meilleurs réalisateurs, ou sinon juste allez voir la série Daredevil de Netflix. Parce que ça, c'est nettement mieux. Voilà, ça c'est bien. Tout ça pour dire que Daredevil, dans sa version cinéma, c'est un nanar. Par contre, sa version longue, c'était un petit peu plus plaisant. C'est pas un bon film, mais j'ai quand même pris du plaisir. Pas autant que Psych, mais c'était quand même cool. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour le soutien, et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez. Ciao!